À la une de l'actualité, la grève des cadres de la SARA qui est suspendue. Les salariés mobilisés l'ont annoncé ce soir. Rassurés par leur entretien avec le préfet, ils prévoient un retour à la normale pour demain. La France manque de professeurs de philosophie, la Martinique plus encore, 19 titulaires pour 32 postes. Pour combler, le rectorat fait appel à des contractuels et des enseignants retraités. De nombreux médicaments l'utilisent, de nombreux Martiniquais en consomment. Pourtant, le paracétamol serait dangereux. C'est ce que révèle une étude britannique. À long terme, il augmenterait les risques d'AVC et d'infarctus. Et puis, ils ont décidé de prendre le problème chlordécone à bras-le-corps. Ce matin, les différents acteurs politiques, économiques et sanitaires de Martinique ont signé une charte qui prévoit des solutions pour mieux vivre cette pollution. Et puis, notre invité, vous le voyez ce soir, sera Manuel Baudouin, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique et maintenant de l'Association des chambres de commerce et d'industrie des Outre-mer. On en parlera tout à l'heure. Bonsoir à tous, très heureuse de vous accompagner pour cette heure d'information. On démarre tout de suite avec ce soulagement. La grève est suspendue à la SARA, je vous le disais. La décision est tombée il y a à peine une heure. Les salariés grévistes ont été rassurés par leur entretien avec le préfet. S'ils restent vigilants, ils ont néanmoins annoncé la levée du blocage et un retour à la normale dès demain matin. Loïc Régis. C'est en fin de journée, au terme de leur assemblée générale, que les salariés grévistes ont voté la suspension de la mobilisation. Donc demain, retour à la normale sur la distribution des produits carburant route. Ce matin, une délégation syndicale avait été reçue à la préfecture. L'État a annoncé la venue prochaine d'une mission technique interministérielle. Elle sera chargée d'organiser des réunions de travail avec la SARA dans le but de traiter les points de divergence dans le cadre de l'application du décret Lurel. Nous avons obtenu un accord donc, du préfet de la Martinique et de la direction SARA pour nous communiquer les résultats de cette mission au plus tard le 31 mars 2015. Nous actons ces propositions et décidons de suspendre le mouvement de grève, mais le préavis de grève reste toujours d'actualité. Nous restons extrêmement vigilants et mobilisés. À compter du 31 mars 2015, date à laquelle nous aurons au plus tard les retours de l'État et de la direction SARA, nous déciderons la reprise ou non du mouvement. À la pompe, la situation devrait donc revenir progressivement à la normale. Déjà en début de matinée, 31 camions de livraison ont pu effectuer leur tournée. 62 stations ont été approvisionnées sur les 85 que compte l'île. Une bonne nouvelle pour les usagers de la route qui commençaient à perdre patience. C'est un mouvement qui a démarré sans informer la population de quoi que ce soit. Et nous, on est dans l'expectative. Et toujours est-il, on est en train de subir une grève que nous n'avons pas demandé. Il y a des gens qui ont vraiment besoin de cette essence et de leur voiture dans la vie de tous les jours pour pouvoir s'en sortir. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Ce qui va s'y faire après, je n'ai pas envie d'avoir un autre 5 février. C'est pas vraiment évident. Un sursis de quelques semaines en espérant que les parties parviennent à trouver un terrain d'entente. Il nous manque du carburant, il nous manque également des professeurs de philosophie, un problème qui n'est pas propre à la Martinique puisque l'Hexagone est également concerné. Cependant, du fait de notre insularité et de l'absence d'une filière d'études philosophiques à domicile, eh bien, le déficit est encore plus important. Voilà pourquoi le rectorat incite les jeunes à se lancer dans cette voie professorale, une voie où il y a de la place. En Martinique, sur 32 postes, 19 sont occupés par des titulaires. Pour le reste, le rectorat fait appel à des contractuels, voire même à des professeurs retraités, comme au lycée Acajou. Le reportage de Volana Razafi Manansoa. L'essentiel, c'est de bien présenter la copie, de comprendre le texte. Et puis, si toutes ces conditions sont remplies, élémentaires, eh bien, les professeurs sont en général assez indulgents. Pierre Philippi est professeur de philosophie. Il commence ses cours dès demain. Aujourd'hui, il est venu saluer ses nouveaux élèves de Terminale ES, des élèves qui n'avaient pas eu de professeur de philo depuis 15 jours. On a pris du retard sur le programme. Donc c'est bien qu'on ait un prof de philo, qu'ils ont trouvé un prof de philo rapidement, comme ça on pourra se rattraper. On est soulagé, mais en même temps, il y a une petite crainte quand même, parce qu'on se dit que le monsieur arrive, certes, il va nous aider, mais il arrive quand même à la fin. Donc, on ne sait pas si on va réussir à tout apprendre aussi vite pour une date qui est aussi proche. Le problème vient du fait qu'il n'y a pas assez de professeurs de philosophie en Martinique. À l'approche du bac, les élèves ont commencé à paniquer. La semaine dernière, j'avais commencé à avoir une délégation d'élèves me disant que bon, si le dossier n'allait pas évoluer, ils envisageaient peut-être de leur côté de mettre en place des actions.
histoire de faire un peu pression pour obtenir un professeur de philosophie. Le rectorat a donc demandé à Pierre Philippi de revenir enseigner. En effet, le professeur est à la retraite depuis 3 ans. Il a enseigné pendant près de 25 ans en lycée, puis 13 ans en classe préparatoire. Aujourd'hui, il doit préparer au mieux ses élèves à l'examen du baccalauréat. Il s'agit d'appliquer des méthodes de réflexion, avoir un sens critique. Je ne dirais pas que je ferai le SAMU, puisqu'ils ne sont pas dans cette situation d'être à ce point traumatisés, mais je vais essayer de rattraper ce qu'ils auront perdu de temps. Notre académie compte environ 19 professeurs de philosophie titulaires pour 32 postes vacants. Un renfort de 13 enseignants contractuels est prévu, mais il est insuffisant en cas de maladie par exemple. Le rectorat lance un appel à tous les étudiants en philosophie. Beaucoup de jeunes étudiants se destinent plutôt à d'autres carrières tout en ayant préparé des études de philosophie. Voilà, il nous faut absolument convaincre que l'enseignement est une belle activité au service de la nation et en particulier l'enseignement de philosophie. D'autant qu'en Martinique, la filière universitaire en philosophie n'existe pas. Les étudiants intéressés par cette discipline sont donc obligés de partir se former ailleurs. En bref, à Saint-Pierre, Christian Raffa et Eliane Sesto-Gustave ont déposé leur candidature à l'élection municipale ce matin. Des candidatures marquées par des changements dans les listes. Certains membres de la liste d'Eliane Sesto-Gustave ont rejoint Christian Raffa. Sans rancune, la candidate a déclaré qu'ils avaient simplement rejoint leur famille politique d'origine. Je vous rappelle tout de même les dates de cette élection municipale. Les Pirotins sont appelés aux urnes les 22 et 29 mars prochains. C'est une molécule qu'on a tous dans notre pharmacie, le paracétamol, une molécule qu'on utilise sans trop se poser de questions. Et pourtant, selon une étude récemment publiée par des chercheurs britanniques, les médicaments qui en contiennent seraient, à long terme, néfastes pour la santé. En effet, prendre du paracétamol augmenterait de 20% le risque d'infarctus ou d'AVC. Hélène Renaud. C'est un geste quasi systématique face aux petites douleurs du quotidien, prendre du paracétamol. Claudia est une adepte de cette molécule, idéale pour soulager ses maux de dos et de jambes. Donc un comprimé toutes les 6 heures, pas plus, sinon vous risquez des problèmes au niveau du foie, principalement. C'est mon bonbon, c'est vrai. Je le prends toutes les 4 heures, génial. Mais bon, il ne faut pas faire ça. Des petits comprimés qui peuvent en effet comporter de grands risques. Selon une récente étude britannique, ingérer au moins 3 grammes de paracétamol par jour augmenterait de 20% le risque de maladies cardiovasculaires. Dans cette pharmacie, ces médicaments à base de paracétamol sans ordonnance restent les plus vendus, avec près de 40 boîtes par jour, notamment pour soigner certaines maladies spécifiques à nos régions. En Martinique, le paracétamol est régulièrement consommé lors des épidémies de dengue ou récemment l'épidémie de chikungunya. Et c'est à ce moment-là qu'il y a particulièrement des risques de surconsommation parce que les gens ont tendance à multiplier les prises de paracétamol. L'étude britannique démontre également que les personnes consommant de fortes doses de paracétamol, comme 3 comprimés de Doliprane 1000 par jour, et sur une période prolongée, ont un taux de mortalité accru jusqu'à 63%. Pour ce médecin, la surconsommation constitue un véritable fléau. Les patients doivent être vigilants. Il faut ne pas dépasser la dose maximale recommandée, qui est de 3 grammes pour les adultes ou de 60 mg par kilo par jour pour les enfants. Ainsi que de consommer ce médicament sur de courtes durées pour éviter donc l'accumulation progressive dans l'organisme. Pas de panique pour autant, l'étude reconnaît que les risques demeurent relativement faibles, mais trop sous-estimés par la communauté médicale. Reste la plante Doliprane, un remède naturel, mais à consommer aussi avec modération. Autre danger qu'on consomme de manière infime et sans le vouloir, le chlordécone. Ce pesticide s'est infiltré dans nos terres pendant des années et il est depuis longtemps le plus gros problème environnemental et sanitaire de Martinique. Une pollution que prennent à bras-le-corps les collectivités, les associations et les acteurs de l'environnement. Ce matin, après 3 ans de travaux, ils ont signé une charte qui prévoit la mise en place d'un programme d'action. Un programme en 4 axes pour redévelopper les activités agricoles ainsi que la pêche et l'aquaculture et promouvoir l'idée de vie saine grâce notamment à une bonne connaissance de la notion de développement durable. Écoutez la réaction du directeur de l'ARS. Il était interrogé par Julien Goudichaud et Hélène Renaud.
Il y a des analyses qui sont faites systématiquement, il faut interroger ceux qui sont responsables de ces services-là, qui sont faites régulièrement, qui sont publiées à l'attention de la population. Et donc il y a une protection des circuits commerciaux de distribution de ces produits qui met à l'abri la population. Maintenant il reste tous les circuits informels qu'il faut évidemment contrôler de façon peut-être plus importante que c'est fait, de façon à garantir à la population qu'elle n'est pas en lien officiellement avec des produits contaminés. D'abord, c'est d'éviter d'avoir des aliments qui ne sont pas dans les circuits officiels. Ensuite, pour ceux qui cultivent eux-mêmes leurs produits issus du sol, je parle de racines, je ne parle pas de tous les fruits, etc., qu'il y ait des analyses de sol qui soient faites de façon à garantir, à savoir si le sol est contaminé ou pas. Et l'une des cultures les plus touchées par le chlordécone, ça a été la banane, bien sûr, un fruit qui fait néanmoins la fierté de la Martinique et de la Guadeloupe. Ce matin, l'île Sœur initiait d'ailleurs les élèves de l'école primaire de Petit-Bourg aux différents goûts que peut avoir la banane. Une opération baptisée la banane à la classe et dont c'était la 5e édition. Initiée par le rectorat et les producteurs de bananes, elle permet aux plus jeunes d'apprécier ce fruit local, mais aussi de mieux comprendre la façon dont il se cultive. Banane, star des cours de récré, c'est un reportage signé Linda Kayarsi. De la plantation à l'assiette, en passant par la cueillette, en une matinée, la banane n'a plus de secret pour ses écoliers. L'essentiel pour les enfants, c'est de savoir que la banane, c'est le fruit à manger, le fruit incontournable, et que c'est le fruit qui contient le plus de vitamines. Et s'ils se l'approprient, ils savent aussi qu'ils mangent une banane durable. Et pour sensibiliser aux bienfaits de la banane, mais aussi d'une production locale, il faut aussi mettre la main dans la terre. Dorénavant, les élèves de cet établissement ont leur propre plantation. De toute façon, il n'y a pas de secret pour les bananiers, quel que soit l'endroit. Donc il faut arroser, il faut mettre un petit peu d'engrais. Alors bon, à l'école, là, ils n'auront pas d'engrais, donc un petit peu de fumier, ou les déchets verts de ce qu'ils mangent, les déchets organiques, de ce qu'ils mangent à midi. De précieux conseils pour Anaïk et ses camarades qui, dès ce matin, ont grossi les rangs des jeunes ambassadeurs de la banane. Eh ben, la banane, elle contient beaucoup de vitamines, du potassium, du calcium. La banane, c'est bon. La banane, c'est bon pour la santé. C'est bon pour la santé. C'est bon. Et ça donne des forces, des vitamines. Arrête de toi. Et la bonne humeur. La bonne humeur, ouais. Nouveau succès donc pour la banane qui s'invite dans les écoles de Guadeloupe depuis 5 ans. Cette année, 10 000 élèves sont concernés par l'opération La banane à la classe. Voilà, des jeunes qui ont la banane. Restez avec nous sur ATV. Dans un instant, on aura aussi la banane et on verra comment on soigne les articulations des animaux avec un métier rare, ostéopathe animalier. Et puis Hubert Bornil nous emmènera ensuite dans le bureau d'Aimé Césaire qui est resté tel qu'il l'a laissé avec toutes ses affaires. On le verra tout à l'heure. Mais avant, parlons économie et échange de bons procédés. Ce soir, une délégation de 18 entrepreneurs martiniquais s'est envolée direction Sainte-Lucie. Ils y rencontreront des professionnels de l'hôtellerie et de la restauration, devenus experts en tourisme de luxe, l'occasion de leur présenter leurs produits et de mieux comprendre le marché anglo-saxon. À l'origine de cette mission commerciale, la région, le gouvernement saint-lucien et nos 2 chambres de commerce et d'industrie. Isabelle Ferrière. Avec sa mère, Rémi prépare ses bagages. Dans la valise, aucun vêtement, mais des confitures, des confiseries, des fruits confits. Au total, une vingtaine de kilos de produits. Rémi représentera l'exploitation familiale à Sainte-Lucie durant les 3 prochains jours. Rien n'est laissé au hasard. L'opportunité est de taille. Notre clientèle cible, c'est quand même les CHR, donc café, hôtel, restaurant. Et voilà, comme nous avons des produits quand même haut de gamme et de qualité, des produits dont la teneur en fruits est élevée, donc c'est vrai que ce sont des produits qui correspondent plus à ce type de clientèle. On sait que Sainte-Lucie a quand même pas mal d'hôtels de qualité, de prestige aussi, donc ça peut être un bon endroit pour nos produits. Et c'est sur la qualité de ces produits que l'entreprise entend faire la différence. Tous les fruits poussent ici, dans ce verger de 4 hectares, selon un objectif bien précis. Protéger l'environnement et de ne plus utiliser de pesticides. Et de ce fait, ça nous permet d'avoir des produits de qualité. Autre décor, autre produit. Boris a lancé sa marque de luminaires il y a quelques mois. Il est le seul fabricant du genre dans toute la Caraïbe. Matières premières, fournisseurs, tout ou presque est local. Une stratégie qui lui permet d'être réactif, mais également d'adapter ses créations aux particularités des Antilles. L'humidité, l'air salin, beaucoup d'UV aussi, beaucoup de rayonnement UV et beaucoup de matériaux qui ne résistent pas.
des luminaires qui se fragilisent, qui se cassent rapidement, et je voulais des produits qui soient durables, qui résistent localement, et c'est pour ça que je produis localement avec des matériaux adaptés. Pour développer son activité, Boris mise sur l'export et Sainte-Lucie représente une destination de choix. C'est un secteur hôtelier très dynamique, avec un positionnement qui correspond parfaitement à mes produits et qui ont des demandes. Ils ont exprimé déjà des demandes sur des produits design, on va dire plus type européen, mais avec cette couleur locale, cette sensation caribéenne. Exporter le savoir-faire martiniquais, c'est la volonté de la Chambre de commerce et d'industrie, co-organisatrice du projet. Les Sainte-Luciens sont en demande de nos produits et la récente entrée de la Martinique dans l'OECS pourrait changer la donne. C'est vraiment le moment idéal pour développer des échanges bilatéraux et Sainte-Lucie est une première expérience, une expérience pilote qui permettra certainement de continuer sur d'autres îles de la Caraïbe. Plusieurs rencontres avec les principaux acteurs de l'hôtellerie et de la restauration sont prévues à Sainte-Lucie. La prochaine délégation devrait se rendre à Trinidad. Voilà un beau projet encadré par la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique. Des projets, elle en a énormément et plus encore depuis que son président est aussi devenu celui de l'Association des chambres de commerce et d'industrie des Outre-mer. Bonsoir Manuel Baudouin. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc double président maintenant, vous succédez à André Desplat, président de la CCI de Nouvelle-Calédonie. Quelle est la mission de ce super président? À quoi ça sert cette association? Pas de super président, mais laissez-moi tout d'abord vous dire combien nous sommes fiers de participer en tant que co-organisateurs à cette très belle opération sur Sainte-Lucie. C'est notre façon à nous d'entrer dans le réel. Depuis cette adhésion, effectivement, en tant que membre associé de la Martinique à l'OCS, nous sommes maintenant tous désireux de voir quelle sera la traduction concrète. Eh bien, nous emmenons les entreprises et nous entrons dans le réel, c'est notre rôle. C'est bien parti. Alors, j'espérons, et en tout cas mes collègues le pensent et je les soutiens. Pour répondre à votre question, effectivement, l'association des CCI d'Outre-mer, on n'en parle pas forcément tous les jours, mais c'est un organe extrêmement important qui a été refondé au début de la mandature actuelle, c'est-à-dire en 2011, faisait suite à une autre structure préalable, qui a pour vocation finalement d'unir ce que les Outre-mer ont de meilleur et de les faire parler d'une même voix. En réalité, on ne s'en rend pas toujours compte parce que les Outre-mer sont extrêmement divers, sont extrêmement épars sur la planète, mais les Outre-mer ont beaucoup plus de choses en commun que de choses qui les éloignent. On a quand même tous des statuts différents, il y a quand même énormément de monde, il y a tous les dom-com finalement, entre la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe et puis d'un autre côté Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie, il y a quand même un écart immense. Comment on arrive à avoir des... Alors, entre autres, oui, parce qu'il y en a énormément, mais comment on arrive à avoir des choses en commun tous? D'abord, il y en a 11. Oui. Donc ça fait effectivement... C'est pratiquement l'empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. On pourrait presque dire ça. Dont un seul continent. Ça veut dire que déjà, vous avez l'insularité. Vous avez la distance, l'éloignement. La majorité d'entre elles sont dans des zones soit tropicales, soit équatoriales. Donc il y a des facteurs géographiques qui, objectivement, créent cette similarité et la problématique est souvent la même. L'insertion régionale, par exemple, fait partie des problématiques que nous connaissons. Mais l'exiguïté des territoires également, le problème du changement climatique fera partie aussi de nos préoccupations. Enfin, nous avons autour de nous aussi des environnements qui sont différents, à partir desquels nous devons interfacer. Donc nous avons effectivement des problématiques qui méritent d'être cultivées ensemble. Et on s'aperçoit que lorsque l'on dit des choses cohérentes, qu'on les ordonne, qu'on les organise, et qu'on le dit ensemble, tous d'une même voix, eh bien on se fait entendre. Vous savez, ça a plus de poids, l'union fait la force. On peut s'en réjouir ou le déplorer, nous le déplorons, mais malheureusement les Outre-mer ne font pas forcément l'actualité, ne sont pas nécessairement la première préoccupation des décideurs publics. Il nous appartient de remonter en haut de la pile, et pour ça, il faut s'organiser, il faut dire des choses qui sont raisonnables, qui sont supportées par des analyses, et surtout qui sont cohérentes. Il y a souvent un vrai problème vu de Paris ou vu de Bruxelles, mais finalement, qui êtes-vous et que voulez-vous ? C'est à nous d'apporter ces raisons-là, ces réponses-là. Il y a souvent des pages blanches que nous avons à écrire. Il faut les écrire donc dans la durée et pour ça dans la cohérence. Alors vous avez un mandat d'1 an, vos travaux pendant 1 an seront beaucoup basés, j'ai vu, sur la loi Macron. Et une loi qui a beaucoup fait parler d'elle, très controversée, critiquée lourdement par plusieurs corps de métier, on a eu le temps d'en parler dans nos journaux. Quelle est la position de la CCI vis-à-vis de cette loi ? On ne peut pas déplorer une loi qui est une loi de progrès pour l'entreprise, bien entendu. C'est-à-dire qu'a priori, la loi Macron se propose de libérer des forces privées. Donc, sur le fond, bien entendu, les CCI appuient la démarche de la loi Macron. Mais en l'espèce, c'est un vecteur. On en a dit, ces détracteurs disent que c'est une loi fourre-tout. On en est ravis,
parce qu'en réalité, ça nous permet de dire des choses que nous ne parvenions pas à dire ou à faire comprendre et à faire passer dans les textes. Donc avec l'appui de nos parlementaires qui, il faut le dire, dans ces cas-là, sont extrêmement solidaires, quelle que soit leur couleur politique, nous sommes parvenus à insérer un certain nombre de textes dans cette loi qui sont finalement la traduction de combats que nous menions depuis plusieurs années. Rapidement, pour terminer, cette loi Macron et puis même la loi Lurel avant elle permettent à la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane d'expérimenter pendant 3 ans la gestion matérielle du registre des sociétés, le CABIS. De nombreux chefs d'entreprise se sont donc pressés à la CCI pour récupérer leur extrait de CABIS, sauf qu'il n'est pas encore disponible à la CCI. Pour le moment, il faut toujours se rendre au tribunal. Que manque-t-il pour que cette expérimentation soit effective et comment ça va se passer? D'abord que la loi soit effectivement définitive, ensuite que le garde des Sceaux signe avec nous une convention de délégation qui va fixer les conditions d'exercice. Si tout cela se réalise, ce que nous allons évidemment nous empresser à réaliser, si nos partenaires veulent bien aller du même pas que nous, le 1er janvier, nous serons en condition effectivement de sortir ce que vous avez dit, le premier CABIS, c'est-à-dire finalement l'acte de naissance, mais aussi l'acte de mariage, l'acte de décès des entreprises, ce qui fait son état civil. Merci beaucoup, Manuel Baudouin, d'avoir été avec nous ce soir et de nous avoir expliqué tout ça. Puisqu'on parle des entrepreneurs, notez en bref que le dispositif Migration Retour de la région démarre. Il s'adresse aux porteurs de projets de moins de 40 ans, résidant à l'extérieur de Martinique et souhaitant y revenir pour créer, développer ou reprendre une entreprise. Le dispositif se présente sous forme de concours. 100 lauréats bénéficieront d'aide et d'accompagnement pour la mise en place de leur projet. Les dossiers de candidature sont téléchargeables sur le site internet du Conseil régional de Martinique et doivent être déposés avant le 31 mars 2015, donc dépêchez-vous. Vous avez mal au dos, dans un tout autre registre, vous avez mal au dos ou aux articulations, aussitôt ostéo, bien sûr. L'ostéopathe, c'est ce praticien qui soulage avec ses mains. S'il en existe pour nous, il y en a aussi pour les animaux, un métier bien rare que pratique François Mériot, basé dans l'Hexagone. Il vient faire des tournées en Martinique, notamment pour les chevaux, dans les centres équestres. Hélène Renaud l'a suivi lors d'une séance de soins, regardez. Voici l'homme qui murmure à l'oreille des chevaux, encore mieux, qui les soigne avec ses mains. François Mériot est ostéopathe animalier. Aujourd'hui, il rend visite à Chams, un cheval de 8 ans, pour un examen de contrôle. Après les présentations, première étape, la palpation. On va aller chercher un petit peu les zones de tension, donc les zones dures plutôt. On constate là que la base de l'encolure est assez raide, donc c'est un cheval qui est plutôt tendance à se mettre comme ça, donc rien d'étonnant. Ensuite, une marche s'impose pour déceler les possibles blocages de l'animal. Puis l'ostéopathe réalise une manipulation du crâne du cheval pour déterminer les causes des tensions. J'essaie d'aller repérer un petit peu quelle zone pourrait gêner l'équilibre là. Même si pour l'un le patient est plus poilu, l'ostéopathe pour les hommes et l'ostéopathe pour les animaux pratiquent les mêmes méthodes pour un seul objectif, rééquilibrer le corps. Mais comment faire face à un patient qui ne peut pas parler de sa douleur? C'est souvent qu'on nous pose la question, hein, mais c'est pas difficile les animaux puisqu'ils disent pas où on a mal, mais en fait nous on va pas chercher où ça fait mal, on va chercher les blocages. Donc on va aller plutôt travailler à distance et on va remonter les chaînes comme ça de compensation jusqu'à trouver la lésion primaire, celle qui en général est silencieuse et qui ne fait pas mal, quoi. Le verdict est sans appel. Donc là, sur la dynamique, on constate simplement un petit déséquilibre au niveau du bassin. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent déséquilibrer le cheval. On peut avoir la ferrure, des déséquilibres au niveau du matériel avec lequel est monté le cheval. Donc des fois, la stèle peut créer des compressions dans le dos. C'est la première fois que Mélissa a recours à un ostéopathe animalier pour son cheval. Après plus d'1 heure de séance, la cavalière est convaincue. Je pensais pas que c'était aussi radical. Je vois qu'il était raide du côté gauche. Là, je vois que tout va bien. Pour moi, tout va bien. Donc, je pensais pas que c'était aussi efficace. Chams devra se reposer 2 jours avant de reprendre progressivement ses exercices en meilleure forme. De quoi faire des envieux. C'est l'heure de notre coup d'œil quotidien sur vos quartiers. Tout de suite, le JT des communes. Le JT des communes qui commence à Trinité où, souvenez-vous, nous avions rencontré des lycéens d'option art plastique plutôt perplexes. En septembre dernier, ils avaient pour devoir de comprendre et de retrouver l'origine d'une œuvre installée à l'entrée de leur établissement scolaire, une œuvre oubliée dont je vous propose de vous souvenir avec cet extrait de reportage. Regardez.
Depuis la construction du lycée Frantz Fanon, elle voit passer les élèves. Cette année, ce sont eux qui la regardent et sous toutes les coutures, car l'objectif de ces petits curieux, c'est de retrouver l'auteur de cette œuvre, un défi de taille qui commence par un relevé d'indices et des interprétations. Ça m'inspire le reste d'un bateau, dont, comme on peut le voir, l'ancre qui est en haut, les voiles et ce qu'il reste en fait. Il a peut-être voulu montrer la violence à travers la sculpture. Peut-être que la violence s'arrête ici et puis que quand on rentre, ben, c'est pour rester studieux. Et après toutes ces hypothèses et tout ce travail, la sculpture oubliée du lycée Frantz Fanon a enfin retrouvé son histoire. Ce matin, les élèves de première et de terminale option arts plastiques ont inauguré leur exposition sur le sujet. Le résultat d'une véritable enquête déclinée en une quarantaine de créations diverses. Peinture, collage, croquis et des travaux à découvrir dans le lycée sur demande ou entre midi et 14h jusqu'au 10 mars. Écoutez d'ailleurs ces quelques réactions recueillies par Isabelle Ferrière. Les élèves ont travaillé d'abord sous forme de croquis pour s'approprier la sculpture. Ils ont comme ça étudié les détails, tourné autour de ces sculptures. Après, ils ont pris cette sculpture en tant que motif et ils ont essayé de l'interpréter à travers un travail plastique. J'ai utilisé plusieurs matériaux pour réaliser, comme du sable et la peinture. J'ai fait un fond blanc et un fond coloré et inversé de chaque côté. Formation pratique, en bref, la CAF sera fermée demain, mercredi 4 mars et également mercredi prochain, le 11 mars. Vous pouvez néanmoins effectuer vos démarches sur le site www.caf.fr ou sur les bornes CAF installées à la caisse d'allocation familiale de Rivière-Salée et à celle de Place d'Armes ou dans les centres commerciaux au Lamentin, à Schellcher, Fort-de-France et au Robert. Attention, toujours en information pratique, aux coupures d'électricité à Sainte-Marie demain, quartier Bonnaire et Chertine de 7h30 à 14h30. À Saint-Pierre, quartier Morne-Étoile de 8h à 14h15 et au Morne-Rouge, toujours de 8h à 14h15, quartier Champflore et Place des Fêtes. Et puis pour refermer ces infos pratiques, un œil sur le GPS. En bref, le camion de l'établissement français du sang sera stationné sur le parking de la Galeria demain de 9h à 14h. Si vous manquez le rendez-vous, vous pouvez toujours vous rendre jusqu'à 16h à la Maison du Don, à la Ménard, à Fort-de-France. On termine justement ce journal à Fort-de-France dans un endroit où le temps s'est complètement arrêté. Depuis la mort d'Aimé Césaire, son bureau n'a pas bougé. Toutes ses affaires y sont restées comme la dernière fois qu'il l'a quitté. Un véritable musée qu'abrite le magnifique ancien hôtel de ville de Fort-de-France. Hubert Bornil et Guy Raphaël René sont allés le visiter. Regardez. Dans 2 mois, précisément le 17 avril 2015, cela fera 7 ans que le chantre de la négritude nous a quittés, nous a laissé cependant un bel héritage, toutes ces affaires que l'on peut retrouver dans ce qu'on appelle le musée Hall, l'espace muséal Aimé Césaire. On y va pour la visite. De tout paysage, gardez intense la trace du passage. Cet extrait du mois laminaire de Césaire illustre parfaitement la philosophie de l'espace muséal. Ouvert au public depuis 2013, l'endroit semble avoir conservé précieusement l'âme du poète et homme politique. Ce que nous avons souhaité, c'est à la fois respecter les lieux tels qu'ils étaient quand Aimé Césaire y passait son temps, et aussi créer une intimité et un choc entre l'extérieur et l'intérieur pour que les gens qui y visitent ressentent presque comme la présence, d'où la voix que vous entendez. Donc on entre d'abord dans un premier espace un peu sombre pour pouvoir un petit peu se recueillir et entendre cette voix et voir en pleine lumière le musée. Ici, toutes les affaires personnelles du chantre de la négritude ont été placées de telle sorte qu'elles puissent raconter la vie du grand nègre, la lettre qu'il a laissée, son legs au patrimoine martiniquais, sa voix, enfin tout dans ce bureau a été pensé pour créer une ambiance forte. Ainsi, l'instant de moment, chacun peut partager la vie passée de Césaire. D'abord, il faut dire qu'il a fait don de tous les objets à la ville de Fort-de-France. Et donc, tous ces objets qui ne sont pas partis ailleurs sont restés en Martinique. Il a fait don aux Martiniquais. Chaque année, par milliers, les visiteurs du monde entier passent cette porte. Les Martiniquais aussi, profitant pleinement des journées du patrimoine.
Enfin, en 2014, ce sont près de 4000 personnes qui ont visité le bureau d'Aimé Césaire. Ils veulent savoir, en fait, souvent, pourquoi certaines personnes ont offert tel objet plutôt qu'un autre, comment il était, quel homme il était, qu'est-ce qu'il représente vraiment pour le peuple martiniquais. Ils appréhendent à ce moment-là la différence d'appréciation qu'il y a eu en Martinique et à travers le monde. Tous les éléments réunis dans ce bureau en deux époques ont une histoire. Mes coups de cœur, les lunettes du poète et cette œuvre de Joël Gordon de l'atelier Cermak. Voilà, c'est la fin de la visite. On peut dire que l'émotion est au rendez-vous, mais on se sent rempli de quelque chose de fort agréable. Toujours très agréable, les reportages avec Hubert Bornil. C'est la fin de cette édition locale et communale. Merci à tous de l'avoir suivi. Ne bougez pas, dans un instant, on reste tout près de vous avec Anche PIA. À tout de suite.